Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité où on fait le tour de tout ce qui s'est passé puis on l'analyse à notre façon. Comme à chaque semaine, j'ai un panéliste fantastique et cette semaine, j'ai l'illustre Jules Simard, journaliste au Nouvel Hebdo et éditorialiste aussi là-bas. Bonjour Jules. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ah, on est en forme, il le faut. Il paraîtrait que nous allons avoir une forme de réchauffement quand même quelconque qui s'en viendrait. On le prévoit pour le mois de juin. Hey, j'ai hâte de voir parce que à travers le monde, c'est encore un des hivers les plus chauds de la planète. Mais au Québec, c'est l'hiver le plus froid depuis 1944. On y a goûté effectivement depuis la mi-janvier. C'est désagréable. La mi-janvier. Là. Moi, j'adore aller jouer dehors. Là, et là, ça fait, comme je pense, 3 semaines que je ne suis pas sorti avec les enfants. Il y a ça, puis il y a aussi le phénomène aussi que... Remarque qu'on est habitué et on oublie qu'on est habitué. Au mois de février, là, habituellement, c'est pas la chaleur non plus, c'est du froid. Mais là, ce que nous avons, c'est intense et ça des moins 40. Oui, on a hâte au moins 10. Oui. OK, bien, on va se lancer dans notre actualité de la semaine. Actualité régionale, on a vu ça, hausse des crimes contre la propriété dans la MRC Maria-Chapdelaine. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le rapport annuel de la sécurité publique qui nous ont été envoyé lundi. Je veux dire qu'on a fait connaître. En 2014, on a assisté effectivement à une augmentation des crimes contre la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire, crime contre la propriété? Ça veut dire les vols. Plus particulièrement vol et introduction par infraction. Au domicile, sur les propriétés. C'est dans les domiciles et aussi dans les commerces. Et on a assisté au phénomène, c'est ça, la hausse des crimes au niveau de la propriété, c'est aussi fait dans les commerces où on a assisté à une augmentation de 6 %. Mais là, quand on parle de 6 % sur, je ne sais pas moi, 200, je ne me souviens pas de la statistique exacte, mais 200 quelques crimes, bon, c'est 12 de plus que l'année dernière. Il faut quand même faire attention, mais il reste quand même que les crimes contre la propriété qui ont été répertoriés en 2014 ont aussi, par exemple, fait l'objet de... les policiers ont retrouvé des coupables. OK. Donc, oui, on a eu une augmentation des crimes, mais on pourrait donc dire aussi qu'on a eu une augmentation des résolutions parce qu'on a pu le faire. Et un phénomène important, c'est que en 2014, les crimes aussi contre la propriété en milliers de villégiatures ont connu quand même une baisse. Mais pas à ton milieu de villégiature. Je pense que tu étais victime, toi, de crimes contre la propriété. Il y a 2 ans. Ah, OK, c'est bon. 2 ans. Ça veut dire on a procédé à l'arrestation, effectivement, d'un individu entre autres, dans le secteur où, personnellement, j'ai un endroit, un chalet. Mais on a connu quand même, à l'échelle du secteur, une baisse quand même là-dessus. Le fait d'avoir arrêté quelqu'un a contribué naturellement à cela. Et aussi, il y a une chose importante, je pense qu'il faut aussi rappeler dans le cadre de ce rapport-là, c'est que 2014 a aussi marqué la venue d'un policier parrain attitré plus particulièrement au secteur de villégiature. Ah, okay. On sait que cette formule-là des policiers parrains... C'est quoi un policier parrain? C'est qu'un des policiers qui est en poste à la Sûreté du Québec est plus particulièrement affecté à une municipalité ou à un secteur en particulier. Okay. Or, à Saint-Stanislas, il y a un policier ou une policière, là, je ne connais pas son nom, mais qui est plus particulièrement affecté, qui se rend plus régulièrement auprès des responsables et des citoyens pour faire connaître la présence. Et dans l'éventualité où on a une problématique qui se croit, c'est lui ou elle qui est plus particulièrement affecté, soit à l'enquête ou à la résolution du crime. C'est sûr que du crime ou de la plainte qui a été formulée. Alors ça permet de faire en sorte que tu as une préoccupation d'un policier aux problèmes qui peuvent survenir et ça aide beaucoup à amener un élément, ou à tout le moins un sentiment de sécurité encore plus grand au sein des collectivités.
Et le fait qu'on ait aussi mis de l'avant cette année, nous, au niveau des secteurs de villégiature, on a plus particulièrement affecté effectivement un policier à cela, bien, ça permet aussi du fait qu'il va se rendre sur place, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être situé à X kilomètres du secteur et puis il t'est arrivé quelque chose, bien là, le policier, il sait, hein, comme on ne sait même pas quand ça s'est produit exactement, il ne se rendra pas nécessairement sur place, mais là, ça permet effectivement aux policiers de peut-être davantage se déplacer et d'être en mesure au moins de ramasser des preuves sur place. Alors, quand on parle donc des crimes contre de la hausse de crimes contre la propriété, ça a eu aussi un autre effet, c'est que si tu as eu plus de vols dans l'époque, donc tout le service des enquêtes a été plus particulièrement affecté à aller à trouver des solutions et on a assisté, par ailleurs, à une baisse des crimes contre la personne, dont, entre autres, aussi au niveau de la drogue. Donc, moins de violence, puis moins de... Oui, par contre, ça a fait en sorte que les policiers et les enquêteurs étaient peut-être plus affectés au dossier de vol, donc ils n'ont pas nécessairement délaissé, mais ils ont peut-être porté moins d'action sur les crimes qui sont reliés, entre autres, au trafic de drogue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ça ne veut pas dire d'ailleurs, il y en a eu. Mais la baisse qu'on enregistre à ce moment-là s'explique aussi par le fait qu'on a peut-être aussi moins eu de dénonciation de la part du public. Ça nous dresse un peu là, un portrait de ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Et le lieutenant Martin Denis, qui est le responsable ici au niveau de la Sûreté du Québec, indiquait que habituellement, lui, il aime bien à la fin de l'année, parce qu'habituellement, ça devrait être connu essentiellement mars-avril, au niveau des années financières. Mais pour lui, c'est important de faire ce bilan-là et de le faire partager aussi avec la population, non pas juste pour démontrer ce que la Sûreté du Québec peut faire sur un territoire, mais aussi pour indiquer quelles sont effectivement les tendances du crime. Oui, ce qui fait que, comme voisin, on peut peut-être plus observer ce qui se passe. Exactement, et de se montrer et de faire la dénonce. Parce qu'il faut pas. Il y a 43 policiers qui sont au poste de la MRC qui doivent surveiller un territoire à peu près un peu plus grand que certainement la Suisse. Donc, je pense qu'il faut les aider. Oui, on a peut-être. C'est notre devoir de citoyen. Oui, il y a aussi cet élément. On a le premier ministre, on fait longtemps qu'on en parle, sommet économique régional, et là, on commence à en parler enfin, parce que là, il y a eu plusieurs perches qui sont lancées. Plusieurs questions. Pourquoi faire un sommet économique régional? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être encore un rapport tabletté comme on a vu beaucoup trop souvent? Puisque c'est juste de la poudre aux yeux, justement, là, pour un peu faire comme si on s'occupait de l'économie, mais qu'au bout du compte, il ne se passera pas grand-chose. Moi, je dois dire que ce type d'exercice-là, entre autres, j'ai le souvenir d'un qui s'est fait au début des années 90, où on a fait ce genre d'exercice d'un sommet économique. Ça permet à des organisations, ou à des promoteurs ou à des promotrices, de pouvoir mettre de l'avant des idées pour assurer un développement économique. Oui, il y a des... Je vais donner l'exemple de celui-là que je te parle. Ça a, entre autres, permis l'émergence dans le temps du dossier des Grands Jardins de Normandin. C'est à l'origine de ce genre de choses-là. Ça permet donc à des gens et à des promoteurs de pouvoir faire valoir une idée et de dire, bon, bien, est-ce que le gouvernement ou est-ce que d'autres types d'aides financières pourraient pas s'intégrer à la réalisation d'un tel projet? C'est ça que ça permet. Or, je pense que l'exercice, il faut qu'il soit mené dans le sens de se dire, oui, bon, bien, ce qui va être mis de l'avant comme élément en discussion et en développement, bien, on va s'organiser aussi pour aider les personnes ou les promoteurs à le réaliser. Que ce soit un organisme lucratif ou que ce soit un organisme économique comme une entreprise qui... Fait que collectivement, on va essayer de sortir de nos paradigmes puis d'amener de l'innovation ou d'essayer de trouver des nouvelles avenues. Je pense que c'est dans ce sens-là, effectivement, que, tu vois, regarde, ça m'amène à
on en parle, je ne sais pas si on va en parler, mais hier, la semaine dernière, on a eu un premier sommet agroalimentaire au niveau de la MRC. Et on a annoncé, entre autres, le programme Agri-Relève qui est mis de l'avant. Alors, ce genre d'initiative-là, où des gens dans un milieu se disent, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ou pour supporter la relève dans tel milieu? Bon, on a créé un guichet unique, on met de l'avant, donc, des ressources, tant financières, parce qu'on a fait un ramassis de toutes ces ressources-là qui existent, et on a dit, bon, ben écoute, là, quand on a un projet qui se présente, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à le réaliser? Parce que c'est pas juste de réaliser les problèmes qu'on a, mais c'est aussi de mettre de l'avant des solutions. Exactement, et c'est dans ce sens-là qu'un sommet économique peut être intéressant. Et est-ce que ça va être régional Saguenay ou régional vraiment pour toute la région? Là, théoriquement, il est censé être régional Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce que je dois dire, par exemple, là-dessus, c'est que déjà, par exemple, il y a certaines problématiques. Tu sais, il y a des problématiques sociales qui ont des consonances à caractère économique. Beaucoup plus qu'on pense. Et, bon, d'après ce que j'ai pu entendre de la part du ministre Simard, pas du ministre, du député Simard, qui est aussi adjoint parlementaire là, du premier ministre pour la région, il ne serait pas question, on éviterait de parler de problématiques à caractère social. C'est triste parce que c'est interrelié. Moi, je pense que oui. Maintenant, on s'agira de voir, tu sais, je veux dire, même si ce n'était... Tu sais, il y a un sommet économique, on vient de procéder à l'adoption de la loi 10 qui qui permet de regrouper autrement l'administration de la santé. Le fait que dorénavant, on dépend d'une instance régionale pour pouvoir être en mesure de se développer nous-mêmes dans le coin où est-ce qu'on a un pouvoir décisionnel un peu plus limité que quand on administrait notre C3S. Ce phénomène-là, même si on dit que c'est à consonance sociale, ça a des répercussions économiques pour le milieu, qu'on le veuille ou non. Et les conséquences sont peut-être beaucoup plus sociales qu'économiques, mais elles sont quand même là, et c'est une décision qui s'apporte. Alors, c'est pour ça que je dis... Socialement, en ce moment, on le voit, là, les ménages sont de plus en plus pauvres, mais même si on veut faire de l'économie, puis on a des nouvelles manières de promouvoir les industries ou tout ça, si les gens sont plus pauvres, ils peuvent moins participer au mécanisme économique, donc à faire le roulement de l'économie du secteur. Fait que c'est clairement interrelié, là. C'est que je pense qu'il y a là un exercice nécessaire. On devra, là, on est en train là, de mettre de l'avant là, au niveau des consultations, les types de cahiers qui peuvent être... Il ne faut vraiment oublier que c'est des démarches qui sont excessivement encadrées pour permettre justement que ce soit aux politiciens ou encore aux autres intervenants de pouvoir être en mesure de donner des réponses à ce qui est proposé. Ça devient pas biaisé, mais bien orienté. Si je peux m'exprimer. Des fois, en fait, les solutions sont déjà là avant qu'on ait le sommet. Là. On l'a vu avec le sommet sur l'éducation, etc. Donc, on savait déjà où on allait, mais on prend le temps de laisser les gens parler. En même temps, nos solutions sont peut-être souvent déjà décidées. Hein. C'est ça. Mais je pense qu'il ne faut pas jamais oublier qu'il ressort quand même de ce type d'exercice-là, habituellement, soit l'élaboration de programmes ou à tout le moins des orientations de développement qui nous permettent d'avoir aussi de l'espoir sur d'autres choses. L'espoir, ça fait vivre. C'est un peu dans ce sens-là. Je reviens rapidement sur Jimmy Doucette parce que on en a parlé là, l'année où il n'y aura pas de route des mille histoires. On avait parlé un peu de tout ça avec toi là, il y a 2 semaines. Oui. Et je sais que vous, au Nouvel Hebdo, vous avez réussi à avoir une entrevue avec Jimmy. Qu'est-ce qu'il avait à dire, lui, là-dessus? En fait, je pense que ce qu'il a voulu indiquer, c'est que, oui, le concept qui avait été mis de l'avant est un concept, qui s'abandonne un peu ici, qui va être par ailleurs, c'est ce qu'il nous a aussi appris, peut-être repris ailleurs à Québec, dans la région de Québec.
Je pense que, bon, est-il amer, est-il pas amer? Fort probablement qu'il a certainement une forme d'amertume par rapport au fait que... Ce qu'il a toujours voulu développer et travailler. C'est ça. Mais ça ne l'empêche pas, lui, de pouvoir effectivement mettre cela. Et c'est dommage que ça ne se fasse pas chez nous, mais que ça va peut-être se faire ailleurs. Ceci étant dit, il avait... Il demeure quand même présent dans le milieu avec le type de spectacle peut-être de moins grande envergure que ce qu'il avait eu avec La Route des Mille et une Histoires, mais ça demeure quand même. On sait qu'il va être présent, entre autres, cet été à Saint-Eugène. À Saint-Fulgence aussi. À Saint-Fulgence aussi. Probablement je pense que c'est un peu ça qu'il a voulu un peu remettre de l'avant là, avec l'entrevue qu'il accordait à Serge Tremblay chez nous. OK. Ben, merci. Fin des subventions pour la recherche en forêt. Mais là, on a vu beaucoup ça. On a vu des coupures de postes au niveau de la faune, au niveau de pêche et océan, des chercheurs au niveau de la pêche, etc. Là, encore des fins de subventions pour la recherche en forêt. Bon, je comprends pourquoi c'est important d'avoir des gens qui s'occupent de la faune, de la forêt, qu'on continue à faire des recherches, puis pourquoi on décide de couper là? C'est parce que c'est plus facile? Eh bien, c'est parce que moi, le premier commentaire que j'ai là, par rapport à ce genre de décision-là, où on parle de fin de certains d'aides financières à la recherche dans certains éléments, je trouve ça drôle que des personnes se soient fait élire en disant que la forêt, c'est important, encore beaucoup plus que les caribous, que l'on puisse être en mesure de développer cette industrie forestière-là selon des normes de développement durable. C'est important que ça se fasse. Un beau discours. Et puis, je pense, moi, qu'un des éléments fondamentaux qui peut assurer que tu puisses avoir un développement de l'industrie forestière, de développement durable, là, ou ce genre de choses-là, c'est par la recherche. Et puis que, au prétexte que nous sommes dans une austérité et que nous avons besoin de faire des compressions, on coupe là-dedans. Et là, je me dis, où est-ce que c'est qu'on s'en va avec la question du développement de la forêt? Alors, quand on parle de fin de subvention pour la recherche en forêt, je ne pense pas que toutes les recherches en forêt vont être abandonnées. Il y a certains programmes, on met moins d'argent dans la recherche que ce que l'on a mis. C'est un peu comme mettre moins d'argent dans l'éducation, alors que après ça, se surprendre qu'on a des problèmes au niveau de la consommation. Alors, c'est ça, moi, que ça me fait comme réflexion. Ça m'interpelle dans ce sens-là, en disant que, oui, est-ce que ces recherches-là sont inutiles? Je ne pense pas. Par contre, quand on dit qu'on coupe là-dessus, bien, ce qu'on fait, c'est que oui, on élimine certains projets de développement qui pourraient résurgir. Et c'est des projets de développement qui sont fondamentaux, je pense, bien, c'est important pour assurer la recherche, parce qu'on a les chercheurs de notre temps. Là, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va faire une percée. C'est en plein ça. Et c'est à espérer que tout le processus de compression qui est entrepris actuellement au Québec puisse se faire aussi, et ne pas oublier qu'il y a des éléments de développement dans cela et que ces éléments-là, on n'a peut-être pas nécessairement avantage toujours à dire on met plus de vivre dedans. On parle des fins des subventions pour la recherche en forêt. Je reviens peut-être au premier thème qu'on a discuté avec le service de police, la SQ sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine et sur d'autres territoires aussi, est aussi contraint à baisser des dépenses. Or, tu te dis, la première question que j'ai posée, moi, au chef ici, au lieutenant, ça a été de dire, écoute, est-ce que ça veut dire qu'on a moins d'effectifs? On parlait tout à l'heure avec quelqu'un. Alors, c'est le même phénomène. Oui, tu réduis le budget,
Le lieutenant Denis m'a bel et bien dit, bon, non, il n'est pas question que... Il dit, il va falloir couper ailleurs dans la question, là. Peut-être qu'on mettra moins de papier ou peut-être que l'étiquette, on va peut-être en mettre moins. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, on va couper ailleurs. Mais tu sais, ce phénomène-là, quand on met fin des subventions à recherche, on dit, on met moins d'argent là-dessus, bien, c'est aussi la même affaire que de dire, bon, est-ce que les services que tu as besoin et qui coûtent X, au profit du fait que tu baisses tu vas donner quoi, là? Comme ça. Non, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas se surprendre aussi que ça crée des problèmes. Là. Exactement. Je pense que c'est à ça que ça amène. Puis, je trouve ça dommage. En tout cas, personnellement, qu'au niveau de la forêt, peu importe. Ben, surtout ici, là. Écoute, c'est le cœur de notre développement économique, là, ici, là. Puis, dire, bon, les arbres, si tu ne les coupes pas, ils tombent quand même. Parce qu'à un moment donné, ils viennent trop vieux. Moi, je vais le dire encore, touche pas à mes régions. Bon. Journée de la persévérance scolaire. C'est super important. Encore ça que tu disais tantôt, là, on va encore probablement couper dans l'éducation. Ça fait, 5 coupures en 4 ans qu'il y a au niveau de l'éducation supérieure, etc. Mais on veut continuer de travailler sur la persévérance scolaire, sur l'aide apprentissage. On est encore en 2 poids, 2 mesures. Oui, en fait, à tout le moins, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on tient encore des journées de la persévérance scolaire et on met encore de l'avant certaines activités pour favoriser justement cette persévérance scolaire-là. Je pense qu'il n'y a plus personne qui dit que si tu n'as pas ton secondaire 5 minimalement aujourd'hui, là, dans le contexte actuel, et c'est important, je pense. Mais c'est pas un peu absurde qu'on je veux pas être méchant, là, mais là, on fait ça, journée de la persévérance scolaire, comme si c'était une grosse priorité pour nous autres, la persévérance scolaire, puis je pense que ça l'est pour vrai. Mais techniquement, on n'arrête pas de couper dans l'éducation, dans les services. Je pense qu'on ne l'aide pas, la persévérance scolaire, là. Puis c'est pas, en tout cas, c'est pas en regroupant ou en regroupant les commissions scolaires qu'on va réussir à amener plus d'argent dans les écoles pour favoriser la persévérance scolaire, non? En fait, c'est ce qu'on nous avance comme excuse ou comme pour la question des regroupements. Est-ce qu'il restera toujours là-dessus que quand tu coupes ou quand tu fais c'est la même affaire que le projet de loi 10 dans le domaine de la santé, où on enlève une structure, mais cette structure-là rendait effectivement des services ou permettait de pouvoir s'organiser pour que les services soient rendus adéquatement et aux personnes. Parce que là, même, j'entendais les directeurs de cégep qui disaient, à un moment donné, 5 coupures en 4 ans, c'est pas vrai que les services ne seront pas atteints. Là. Non. Parce que le gouvernement dit tout le temps ça, on va couper, mais les services ne seront pas atteints. Regarde, tu as la même affaire au niveau des commissions scolaires. Au niveau des commissions scolaires, on indiquait que, oui, on compresse, on coupe. Faut que vous coupiez dans l'administration. Il dit, à un moment donné, là, c'est beau, c'est vrai. Peut-être qu'il y avait du gras dans les administrations, mais pour administrer, ça prend quand même des administrateurs. Et quand tu as des deniers publics, ça prend aussi des gens pour en assurer et le contrôle et Alors, c'est dans ce sens-là que on affecte directement les services et ce sont des services qui sont rendus, dans le cas des commissions scolaires, aux élèves qu'on enlève. Et quand on en enlève, oui, on ne favorise pas fort probablement toujours l'élément de la persévérance. J'ai hâte de voir quand on ne sera plus en austérité, mais quand on va être en prospérité, si on va autant réinvestir qu'en ce moment on coupe. La question que moi je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que la prospérité est encore possible? En tout cas, aux époques où on était en grande période d'austérité, qu'est-ce qu'on a fait? Le plan Marshall, le New Deal, on a fait où on réinvestissait de l'argent. En ce moment, on fait le contraire. Et même le FMI a dit que ce n'était pas une bonne solution. C'est ça. Dave, quand à un moment donné, on s'est rendu compte à la crise au début de une crise économique de l'an 2000, le gouvernement, je me souviens, le gouvernement du Québec avait dit, écoute, là, oui, on va investir. On va investir dans nos routes, on va investir dans nos infrastructures, dans nos superstructures. On va investir pour pouvoir justement permettre de relancer l'économie.
Là, aujourd'hui, on dit, bon, ben écoute, non, on va compresser. Parce que ceux qui sont pour, justement, compresser, ils disent, ben écoute, on va laisser faire le marché, puis l'État-providence, c'est fini. Ouais. Mais c'est prouvé que le marché, il ne réinvestit pas. Lui, il engrange des profits. Ben oui, c'est ça. Il est là, c'est ça, la réalité. Il est là pour répondre aussi, oui, à des besoins. Ouais. Sauf que le besoin, là, si tu ne le payes pas par l'État, tu vas le payer directement par ta poche. Mm-hmm. Alors, c'est la même affaire. C'est celui qui paye est pénalisé et d'un bord ou de l'autre. Parce que pour avoir droit à ce service, ben, il faut que tu le fasses. Ceci n'empêche pas, par exemple, qu'il faut conserver, à tout le moins, au niveau des discours et des actions et des activités, les journées de la persévérance scolaire où ce genre d'activité-là se doit d'être maintenu, se doivent d'être donnés aux jeunes et aux moins jeunes. Parce que c'est prouvé que les sociétés les plus instruites qui s'en sortent souvent le mieux. Là. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que l'on puisse conserver à tout le moins cela. Si au niveau du discours, on réussit à motiver les gens. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'entendre une conférence d'Hugo Girard, l'homme fort du Québec, et du monde, parce qu'il a été champion mondial là-dessus, et qui faisait justement un discours auprès des étudiants à l'école secondaire des Chutes sur la persévérance. Et comment est-ce qu'un individu qui avait décidé à l'âge de 12 ans de devenir l'homme le plus fort au monde, alors qu'il n'y a pas de compétition pour pouvoir permettre d'avoir ça, et qui s'entraîne pendant des 20 ans de temps à devenir l'homme le plus fort au monde, sans avoir à compétitionner, la seule place où il a pu commencer des compétitions, ça a été en 1997 à Dolbeau-Mistassini, quand la compétition de l'homme fort, l'individu réussit enfin. Mais il s'entraînait tous les jours à devenir l'homme le plus fort au monde sans avoir à compétitionner. Alors, ce message-là sur la persévérance, et oui, il ne coûte pas beaucoup d'argent. Hein? Il ne coûte pas d'argent à ceux qui l'entendent, mais il était nécessaire. Il est nécessaire que ces discours-là. C'est pour ça que je pense que les journées de la persévérance scolaire, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on se doit, à tout le moins, d'avoir des témoignages sur la persévérance qui nous permettent d'en arriver à ça. Bien, moi, je vais te dire quand est-ce qu'on va faire du réinvestissement avant les élections. Fort probable. Donc, on a encore au moins 2 ans. Oui, mais on va en avoir au fédéral cette année. Projet de transport à Roberval, un nouveau projet de transport adapté. Je ne sais pas si tu as vu ça, un projet pilote qu'on va voir. Oui, j'ai vu très rapidement. En fait, la manchette. Oui, je n'ai pas été voir dans le détail. C'est intéressant. On va mettre sur pied un projet pilote où on va avoir un transport, justement, une espèce de société de transport comme il y a dans les grandes villes, dans des plus petites villes, à plus petite échelle, pour qu'on puisse permettre de voyager les personnes à mobilité réduite, donc des personnes qui ont des difficultés. C'est un projet pilote. Est-ce que ça va marcher? Qui va assumer les coûts? Il y a encore beaucoup de questions, je pense qu'on va faire, mais je voulais saluer l'initiative. Je trouve qu'on a besoin de ça. Puis des fois, dans les municipalités, tu sais, comme ici, entre Dolbeau-Mistassini, je trouve que ça serait sain, tu sais, qu'il y ait un transport des fois entre Dolbeau-Mistassini. Tu sais qu'il y a eu plusieurs essais, on a ici dans le secteur, depuis l'abandon de ce qu'on appelait l'autobus Besson dans le temps, au début des années 70. Depuis ce temps, on a toujours essayé de vouloir remettre de l'avant un projet de transport en commun, à tout le moins, entre les deux secteurs maintenant de la ville de Dolbeau-Mistassini. Et tu sais que lors des des consultations qui ont été faites cet automne ici à la ville de Dolbeau-Mistassini, ça a été une demande aussi d'essayer de remettre de l'avant un projet de transport en commun sur le territoire de la municipalité pour permettre. Je vais donner un autre exemple. On sait que Festinège s'en vient. Là. On sait qu'à Festinège, il y a un service de transport qui s'organise, de navette, qui s'organise pendant la durée pour permettre justement aux familles et aux gens de pouvoir se rendre sur le site puis de revenir à des heures régulières. Ça, là, ça fonctionne et ça assure le succès
de l'événement de festinage qui se tient à domicile. Oui. Ça assure, parce que tu as certainement dû essayer d'y aller à un moment donné. Si tu y vas avec ton véhicule, là, T'es pris. si tu te stationnes au monastère pour pouvoir aller là, c'est la même affaire quasiment. Tandis que là, bon, on se rend compte de qu'est-ce qu'un service de transport en commun peut amener comme possibilité, comme disponibilité d'en arriver à... Et peut-être que le modèle de Roberval pourrait être repris ici. On va Oui, regarder ben, comme ça, on sait quand même qu'on a aussi, et ici sur le territoire de la MRC, il existe quand même ce qu'on appelle le transport adapté, OK, qui est un transport en commun qui s'adresse plus particulièrement, oui, aux personnes à mobilité réduite. Là. C'est un programme, d'ailleurs, gouvernemental là-dessus. Il y a aussi, on oublie aussi transport, pas transport adapté, mais l'organisme de transport, justement, qui favorise le covoiturage, genre de choses-là. Voyons, j'essaie de me souvenir du nom exact, là. C'est aussi des projets de transport en commun que l'on cherche à mettre de l'avant sur le territoire. Ouais. Et ça, il y a quand même tout un élément qui est difficile sur la question du transport en commun. On est habitué, nous, en région, à se déplacer. Oui, avec notre véhicule, oui. Souvent, de fois, on est 3 dans la maison, puis il y a 3 véhicules, puis on va partir tous les 3 avec nos 3. On a, je pense que ça fait partie des habitudes là, que l'on a ici. On a le besoin, quand on va quelque part, de pouvoir revenir à l'heure qui nous convient et non pas nécessairement à une heure que le transport en commun. Alors ça, je pense, une des difficultés de l'application du transport en commun repose là-dessus. Je n'ai pas fait d'études scientifiques. Là. On le sait souvent, rien que dans les bars, là, les gens disent « il faut que je retourne à la maison, il faut que je prenne mon auto. » Ça, donc, et tu sais, on a ce phénomène-là qui est relié au fait que, oui, on est obligé de parcourir souvent de fois des distances assez longues, soit pour rencontrer des gens ou soit encore pour... alors, c'est un peu des problématiques, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut saluer tout projet ou toute initiative qui se rapporte à l'organisation d'un transport en commun. Maintenant, notre patrimoine religieux, où est-ce qu'il s'en va? Je ne sais pas si tu as vu, Notre-Dame de Fatima, ça fait une église qui a un patrimoine architectural particulier à Saguenay. Puis des années, on essaie de faire quelque chose avec. Et là, ultime rencontre pour voir, y a-t-il un projet? Sinon, on démolit. Est-ce qu'on est rendu là avec notre patrimoine religieux, tu penses? Bien, dans le patrimoine religieux, regarde, je vais te donner l'exemple de Saint-Stanislas, là, qui est actuellement, la municipalité s'est donc portée acquéreur premièrement de l'Église, pour la convertir dans un édifice à caractère de service communautaire et de loisirs, entre autres, et aussi religieux, des services, ce genre de choses. La problématique des églises dans les milieux qui sont en dévitalisation fait en sorte que, oui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec notre patrimoine religieux. Il est impossible pour de petites paroisses de pouvoir assurer et assumer l'ensemble des coûts reliés au maintien. Ah oui. Mais peut-être que le modèle de Saint-Stanislas va faire des petits, là, parce que c'est une... Oui, bien, en fait, c'est un modèle là, qui... je sais que ça existe à Saint-Fulgence aussi. Exact. Tu l'as dans certaines autres gardes à Saint-Thomas-d'Idième, il y a une formule qui a été mise de l'avant où la municipalité a décidé de s'installer au sous-sol. Ouais, elle donne un loyer qui est assez imposant, mais ça permet à la fabrique de pouvoir assurer puis de maintenir le service de l'Église, et on l'a ouvert à d'autres organismes communautaires. OK. Donc, il y a effectivement des projets où on cherche à, collectivement, assurer que le patrimoine religieux... On dit un patrimoine religieux, mais c'est un patrimoine architectural, OK, qui fait l'histoire dans notre région. La première chose que tu vois, c'est exactement, et on se repère avec cela pour pouvoir être en mesure. Alors, c'est pour ça que je dis que, on met de l'avant des solutions
pour essayer de le conserver. Par contre, de plus en plus, on peut aussi se ramasser avec un patrimoine religieux ou un patrimoine à caractère traditionnel du Québec qui se retrouve de plus en plus en mauvais état parce que nous n'avons pas les moyens et les milieux n'ont pas les moyens de pouvoir le maintenir. Puis contrairement à une petite municipalité qui a une église, à Saguenay, il y en a je ne sais pas combien. Oui, il y a ce phénomène-là aussi. Il y en a qui vont payer. Puis je pense que Notre-Dame de Fatima va devenir un bloc avec des condos. Oui, fort probable. OK. Grève au Canadien Pacifique. On sait qu'il y avait une grève au Canadien Pacifique. Ça n'a pas duré longtemps. Tu me permets-tu quelque chose? Ben oui. Avant que nous abordions oui. la question sur l'actualité nationale, oui. il y a quand même un gros élément qui s'en vient, nous, cette semaine, ici. C'est les audiences du BAC en ce qui regarde le projet de la 11e chute. Ah, ben tu vois. Je t'ai jamais entendu, toi, là-dessus. Sur les audiences? Non, pas juste sur les audiences. Sur ce projet-là. Sur ce projet-là? Sur le projet, tu sais, de la 11e chute, donc de faire une mini-centrale au fil de l'eau, comme on appelle, à la 11e chute. On sait que ces audiences-là devraient conduire, parce que le moratoire, en fait, sur le projet là, des mini-centrales a été un peu levé et permet au projet que nous avions ici de pouvoir se poursuivre. Et cette semaine, donc, c'est les fameuses audiences publiques. On parle que 14... il y a 14 mémoires, à tout le moins. Il y a fort probablement plus que ça qui a été émis, mais il y en a au moins 14 là, qui vont être entendus au cours de la journée de mardi soir et de mercredi à Girardville, là-dessus. Alors, c'est juste pour rappeler que c'est quand même important et primordial là, dans la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au développement économique dans notre pays? Bien, moi, si tu veux, mon point de vue régionaliste, je trouve ça génial, en fait, parce que pour les municipalités qui vont recevoir les dividendes de ça, donc ils vont avoir de l'argent pour se développer, je trouve ça extraordinaire, en fait, qu'on puisse faire ce genre de projet-là. Cependant, globalement, ce projet-là coûte de l'argent au Québec parce que l'électricité, on la jette à perte, en fait. Et moi, j'essaie de penser si nous, on serait d'accord pour payer un projet à des municipalités à l'autre bout du Québec. Je ne suis pas sûr qu'on dirait oui. Et dans cette optique-là, je dis, est-ce qu'il y a d'autres manières de faire du développement régional? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est certain que, étant quelqu'un du coin, je trouve ça génial qu'on puisse développer grâce à nos ressources, surtout que si ça ne détruit pas l'environnement. Mais d'un autre côté, j'ai cette question-là, tu sais, de solidarité québécoise, en fait. On trouve que les choses se passent tout le temps ailleurs. Est-ce qu'on est prêt à payer pour un projet comme ça en Abitibi? Oui, mais parce que les gens de l'Abitibi payent pour que notre projet ici fonctionne. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec l'éolien en Gaspésie? Ah non, mais c'est ça. Ah oui, c'est exactement ça. On le paye. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Je ne le sais pas. Mais moi, je suis pour ça, pour le développement régional, c'est sûr. Parce que sinon, comme certains le souhaitent, on va tous s'en aller vivre à Montréal. Parce qu'il y a un phénomène. Je comprends très bien ce que tu amènes. Oui, c'est sûr que tu le vends à 11 ou 12 cents du kilowattheure, ton l'électricité qui est produite, et toi, comme consommateur, tu la rachètes, comme consommateur direct, là, tu la rachètes à un prix beaucoup moindre. Il y a là-dedans une façon de faire de l'économie avec des deniers publics. Je pense qu'on a... Quand on regarde... L'Hydro-Québec, là, ça appartient à tous les Québécois. Oui, mais on ne le dirait pas tout le temps. Hein? Oui, mais ça appartient à tous les Québécois. On s'est donné ça pour pouvoir être capable d'avoir aussi de l'énergie à un coût raisonnable, OK? Mais pas un surcoût, comme on assiste à cause du fait qu'aux États-Unis, on se vend de l'électricité. Deuxièmement, on crée, avec Hydro-Québec, une machine qui fait en sorte que l'économie elle-même, elle contribue à l'économie et elle permet de la développer elle-même. Mm-hmm. Moi, je me dis, est-ce que ça ne devient pas rentable
socialement, pour une entreprise de cette nature-là, que de dire, oui, je vais payer peut-être un peu plus cher l'électricité que vous allez produire dans une collectivité que ce que je la vends, mais ça contribue non pas à assurer une aide sociale à ton milieu, mais ça contribue à amener une plus-value dans ta collectivité qui fait en sorte que, oui, c'est mon rôle comme étant un partenaire collectif de créer. Il ne se met pas. Le jour où Hydro-Québec sera déficitaire parce qu'elle achète trop cher son électricité produite par... Ça, on n'en est pas là. Mais c'est on impossible. en est au fait que... Oui, mais on en est au fait. Tu sais, je veux dire, l'électricité que tu produis à partir de la Baie James, là, elle ne coûte plus bien cher. Non. Puis moi, je suis pour ça comme levier économique de secteur, comme pour qu'on occupe le territoire aussi. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Une notion d'occupation. Mais le problème que j'ai, écoute, avec Hydro-Québec, c'est de la manière qu'Hydro-Québec est monté, c'est monté comme plusieurs entreprises, plusieurs secteurs. Et quand un secteur, je veux dire, ils font de l'argent beaucoup, là, est-ce que le réinvestissement en société est toujours équivalent à l'argent qu'ils vont faire? Non, parce qu'ils vont toujours justifier les hausses d'électricité parce qu'ils manquent d'argent dans une de leur section. C'est très compliqué de... Je ne sais pas si tu as déjà regardé l'organigramme d'Hydro-Québec, mais comment c'est monté. Mais c'est habile pour nous convaincre qu'ils ne font pas assez d'argent et qu'on doit toujours monter les tarifs d'électricité. Quand ici, c'est une ressource, bien, l'électricité, on pourrait peut-être pas juste aider Rio Tinto Alcan, mais aussi monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'une facture d'électricité, elle coûte cher. Puis si ça nous appartient, bien, écoute, il faudrait le prouver aussi, là. Je veux dire, ça aussi, ça pourrait aider à faire rouler l'économie. Parce que l'argent qu'on ferait de plus en payant moins d'électricité, on pourrait la réinvestir où on veut et on ne serait pas dépendant d'une entreprise qui décide, d'elle, de continuer à faire bien ce qu'elle veut, en fait. Par contre, ce que Hydro-Québec verse au gouvernement du Québec pour pouvoir opérer à chaque année, c'est quand même assez considérable. Ben oui. Oui, okay? Ça nous appartient. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça que d'avoir une facture équivalente d'impôt direct à payer. Fort probablement que je le paye indirectement parce que mon tarif d'électricité est de X, mais il reste quand même que j'utilise quand même aussi là, un bien. Je ne veux pas nécessairement défendre Hydro-Québec, je maintiens. Mais moi, je suis d'accord avec le levier économique qu'on a en que région. Ça peut représenter. Mais c'est parce que où je me dis, c'est que oui, fort probablement que la structure d'Hydro-Québec est une structure qui permet de dire que oui, dans tel milieu, on est pauvre, puis dans tel autre, on est plus riche. Mais au global, il ne faut jamais oublier que l'apport que Hydro-Québec amène dans les coffres de l'État, année après année, fait en sorte que, oui, on a un retour dessus, parce que s'il ne l'amenait pas, c'est nous. Tu sais, je veux dire, le fédéral, c'est déjà financer à même la caisse d'assurance chômage de la même façon. Oui, non, là-dessus, t'as pas tort. Actualité nationale, j'ai plein de sujets, là. Je veux parler. Bon, grève au Canadien Pacifique, bon, l'idée, c'était pas nécessairement parler de la grève, c'était parler du fait que, tu sais, le gouvernement, quand il dit, bon, pour l'économie, on va faire une loi spéciale, puis si vous n'entendez pas, on va vous obliger à vous entendre. Je trouve ça beau, moi, quand c'est pan-canadien puis l'économie, c'est donc bien important. Pourquoi c'est pas aussi important quand c'est les concessionnaires automobiles? Oui, une très bonne... En tout cas, c'est l'économie aussi, à une autre échelle, puis ça fait rouler l'économie, puis on aura peut-être besoin qu'eux se mettent à se parler puis s'entendent, tu sais. Je sais pas, ça fait quoi? 2 ans? Mon Dieu. Eux, ça a pris comment? D'ailleurs, c'est le conflit actuellement. CP, ça a pris quoi? Une journée? Oui, mais avant que le gouvernement intervienne et qu'il intervienne directement par une loi. Pour pouvoir être en mesure. Effectivement... 2 poids, 2 mesures. Oui, là-dessus, oui. Et, tu sais, il y a une sacro-sainte loi qui fait en sorte qu'il dit c'est dans l'entreprise privée, pas nous autres à intervenir. Ouais. Il y a les lois du travail qui sont mises de l'avant. Sont pour des tout lois, le monde. exactement, sont des lois qui permettent que le milieu et que le marché du travail ne soit pas une jungle aussi. Parce qu'à ce rythme-là, jamais nous n'aurions vu toutes les avancées que nous nous sommes données comme
comme travailleurs et comme Québécois puis ou comme Canadiens, les avancées dans le monde du travail sont des avancées qui font en sorte que travailler, ce n'est pas de l'esclavage. On ne peut pas payer 24 cents de l'heure comme dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est ça. Alors, oui, tu as raison. Je trouve ça nous fait à tout le moins réfléchir à comment ça se fait que... parce qu'on intervient dans une entreprise privée aussi. Oui, c'est ça. Hein? Oui, clairement. Alors, là, actuellement, on nous amène le prétexte qu'on n'est pas capable d'intervenir, c'est dans le privé. Hein? C'est quand même 400 personnes. Pour la région, en tout cas. Stephen Harper contre Radio-Canada, je ne sais pas si tu as vu, parce que là, Radio-Canada a lancé une chanson, tout le monde en même temps, de Jean Cormier avec 125 artistes qui veulent en motion. Et Stephen Harper en rajoute en disant les gens à Radio-Canada, ils sont contre l'esprit conservateur. Je trouve ça intense. Ouais. Je trouve que là, on s'en va contre la liberté démocratique, du droit de parole, du droit de s'exprimer, du droit de poser des questions. Et les gouvernements conservateurs, depuis des années, est en lutte contre le journalisme, parce qu'on dirait que moins les gens vont en savoir, moins on va regarder leur schéma machiavélique je sais pas, des fois, ça me fait quasiment penser à la Russie de Poutine. Là. Oui. Où, tranquillement, on a commencé à contrôler les médias. C'est le même genre de réaction. Là. Mais non, je trouve ça absurde. Je veux dire, si tu es un gouvernant, tu as à répondre à des questions. Les gens ont le droit de savoir parce que c'est nous qui t'avons élu puis qui payons. Je veux dire, et là, tu vas... En tout cas, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Où je pense un politicien qui intervient de cette nature-là, il oublie fondamentalement que la presse n'est pas là pour faire la publicité d'une idéologie. Non. OK? Lui, c'est le gardien de la démocratie, quand il nous dit que Radio-Canada n'a pas l'esprit ou n'a pas l'idéologie conservatrice, Radio-Canada n'a pas à l'avoir. Tout comme il n'a pas à avoir l'idéologie indépendantiste ou séparatiste ou encore n'a pas à avoir. C'est ça. On se doit de faire valoir ce que les faits, nous amènent. Et ces faits-là, comment est-ce qu'ils sont interprétés par le pouvoir et qu'est-ce que le pouvoir fait avec son idéologie, parce qu'il a la lecture de ces événements-là. Et peu importe les gouvernements, ils vont toujours subir la critique des médias. Ben, tu ne peux pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. C'est ça qui est sain en démocratie. C'est ce qui permet. Alors, c'est pour ça que, que ce soit M. Harper ou le gouvernement actuel, quand tu fais des compressions sur un service public, parce que c'est un service public, l'information, là, c'est un peu s'amener puis se dire, tu fais des gestes qui sont peut-être plus antidémocratiques qu'anticonservateurs ou anti ça. Alors, je pense qu'il faut faire attention. Tu m'amènes un peu peut-être à te ramener peut-être un peu la caméra. Tu sais qu'on a eu au Conseil de ville sur l'embauche. L'embauche d'un conseiller en communication. On a eu effectivement, pour la première fois depuis quand même quelques années, là, une division au sein du vote. Je pense que ce qui est important de voir là-dessus, ça n'a pas été de voir que des gens sont pour l'embauche d'une personne ou l'embauche de telle autre. Mais il y a un élément qui est important sur la désignation d'un communicateur au sein d'une entreprise. On va filtrer toute l'information. Deux, il ne faut pas non plus que cette personne-là, ou peu importe si c'est un homme ou une femme, devienne un attaché politique. Uh-huh. Alors, ça, on n'en a pas beaucoup parlé là-dessus, mais si j'embauche par des deniers publics une personne qui est chargée de faire les communications au sein d'une municipalité, elle va inévitablement être poussée à faire le discours politique, qui lui appartient aux politiciens. Et le maire n'a pas à se désister de ce rôle-là au profit d'une communication qui est, semblerait-il, plus factuelle et qui est donnée. Je pense qu'il faut faire attention à cela. Je dis pas ça parce que, écoute, c'est quand même un gars en communication que je suis. Là. Oui. Je comprends l'importance quand même d'avoir
mais il y a chez les politiciens la nécessité de faire de la politique et de faire son idéologie s'il a à la faire. Et là, non pas à convaincre la presse de ne pas le faire, il a à dire à la presse, voilà moi, mon message, mon interprétation et ma façon de voir. La presse se doit, elle, de le transmettre et elle laisse au lecteur ou elle laisse à son auditeur le soin de se faire une idée entre le fait qui est rapporté et le chose. Et ça restera toujours. Et ça m'amène un peu à ça. Là. Parce que le début, en tout cas, moi je vois souvent en politique, le début d'une dictature, c'est le contrôle de l'information. Ah ouais. À l'évidence. À l'évidence. Faire dire ce que tu... ou de dire... Puis d'ailleurs, de dire, c'est... Tu es dans une organisation, et puis tout communicateur dans cette organisation-là se charge à c'est quoi le message que l'on veut faire passer, et pas nécessairement c'est quoi les faits qui doivent être élaborés. Exactement. Hey, 50 nuances degrés, là, tu vas me dire pourquoi tu veux parler de ça? Parce que je veux pas nécessairement en parler. C'est que là, le film arrive. Tu veux le faire ou quoi? Non. C'est que là, il y a des gens au fédéral, des députés, des femmes fédérales qui ont dit boycottons le film, allons pas voir ça parce que c'est disgracieux pour la femme et puis pour l'intégrité des femmes, il ne faut pas encourager ça, mettez votre argent plutôt dans les associations de femmes. Je trouve ça bien intense, encore là, 2 poids, 2 mesures, de la part d'un gouvernement qui ne fait rien pour aider les femmes autochtones qui ont été victimes de tout depuis plusieurs années et qui ont fait beaucoup de projets pour, entre autres, enlever le droit à l'avortement ou des choses comme ça. Je trouve qu'on y va de manière assez intense, encore là, sur la liberté des gens de bien faire ce qu'ils veulent, en fait. Il y a quand même... je comprends ce que tu amènes comme élément, là. Mais il y a... Parce qu'on ne peut pas faire de la politique juste quand ça fait notre affaire. Oui, mais il y a des éléments là-dessus. Quand on veut pas sauver, on veut s'organiser pour que la femme ne soit pas juste un objet et on veut s'organiser que l'homme ne soit pas juste un objet. Alors, il y a le discours qui est là-dessus, le discours de respect que l'on se doit d'avoir à l'endroit des hommes, des femmes ensemble et est un discours qui est une valeur sociale qui, je pense, est importante. Il faut qu'il y ait des ténors qui le disent. Mais tu me diras, allons légiférer sur la pornographie politique. C'est parce que c'est un politicien qui le dit ou une politicienne qui le dit. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir une tribune et qui ont à le dire. Mais moi, je trouve qu'on le dit quand ça fait notre affaire. C'est là peut-être parce que moi, aussi, mais là, je pense qu'on porte un jugement, nous aussi, là, quand on dit ça. Mais il me reste que je pense qu'on a avantage quand même à ce que toutes ces opinions-là, au même titre que celui qui a fait le film Les 50 nuances degrés, soit où il a aussi droit à son opinion et en les mettant avec la Parce que sinon, faut légiférer sur la pornographie et tout. C'est ça. C'est ça. Hey, dernière petite nouvelle, 50 ans de l'Unifolier. Je voulais dire bonne fête à l'Unifolier. Je ne sais pas si tu as une anecdote particulière à dire sur l'Unifolier. Moi, c'est ça. Moi, le seul élément qui est important, un drapeau, ça a une valeur de rassemblement. OK? On se rassemble en arrière. Et je me souviendrai toujours de l'image dans une des émissions, quand on a fait le drapeau du Québec, quand Maurice Duplessis, effectivement, avait amené ça. Et l'importance de la symbolique à l'intérieur d'un drapeau. Parce qu'avec l'Unifolier, c'est peut-être la première fois où on s'est éloigné de la Grande-Bretagne. Oui. Et moi, on a effectivement senti ou déterminé que un nationaliste canadien. On se faisait... Tu sais, je te ramène toujours ça également, moi. Mais regarde, Albanel vient de recréer un logo pour s'identifier pour la municipalité. Richard Hébert qui a mis le drapeau du Lac-Saint-Jean. Or, on a besoin de ce genre de choses-là. Et si ça fait 50 ans que nous avons un même drapeau
qui est l'unifolié, qui fait en sorte que, en plus, il est complètement rouge, il n'est pas aux couleurs bleues et bleu et rouge de la Grande-Bretagne. Ouais. Il nous permet, à tout le moins, de s'identifier. Un autre anniversaire qu'il ne faut pas oublier, c'est l'anniversaire des Patriotes, 175 ans cette année. Exact. Là-dessus, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça, de tout ce qu'on a dit? Premièrement, merci à Jules d'avoir mis sa sagesse en lumière avec toutes ces belles analyses. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Êtes-vous d'accord, pas d'accord? On discute de beaucoup de choses. Vous pouvez amener nos points. Vous pouvez nous écrire tvldm9@videotron.ca. Je lis absolument tous les courriels qui s'en viennent et je leur réponds personnellement. Et vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook. C'est facile, vous allez sur Facebook, vous allez aimer notre page TVLDM9 et là, vous allez avoir toutes nos émissions, tout ce qui se passe directement sur votre Facebook. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres et on se voit la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. Les luminaires ont évolué. Optez pour les nouveaux luminaires homologués Energy Star. Ils consomment jusqu'à 75% moins d'énergie.